Donc bonjour à chacune et chacun, désolé du retard, très heureux de vous rencontrer et vous rencontrer si nombreux. J'étais effectivement hier soir invité par la CSC avec 200, c'était impressionnant, il y avait 200 permanents du syndicat qui étaient là pour réfléchir sur comment on peut retrouver l'emploi de qualité. Et j'étais à côté de Bernadette Ségol, qui est la secrétaire générale de tous les syndicats européens. C'était à la fin des deux, c'était à huis clos, et les 200 responsables de la CSC me disaient: Bernadette, pourquoi vous ne reprenez pas les idées de Roosevelt 2012, pourquoi est-ce qu'on ne part pas plus au combat? Et donc, par le petit bouquin orange que vous connaissez peut-être, où il y a nos idées, c'était la GTB qui vous avait donné, je ne sais pas si vous l'avez vu, le petit bouquin à 3 euros, qui est ils ont mis mon nom sur la couverture, mais j'étais pas content, je n'ai toujours pas signé de contrat, parce que je voulais qu'il y ait Roosevelt au lieu de la Routuro. Mais c'est la GTB qui nous avait dit une fois à Bruxelles. Les gens de la GTB m'avaient dit: mais Pierre, à chaque fois qu'on t'entend, ça donne la pêche, tu dois faire un petit bouquin facile à lire à 2 euros ou 3 euros. Et donc hier, j'ai dit aux gens de la CSC: écoutez le petit bouquin, l'idée de la GTB, donc vous aussi, vous pouvez vous mettre au boulot et faire un 8 pages. Ils ont fait comme vous, ils ont rigolé, puis ils ont applaudi, donc ils ont tous décidé de faire le 8 pages, c'est-à-dire le truc qu'on pourra distribuer à 2 millions d'exemplaires en Belgique. Et du coup, la GTB va s'y mettre aussi, donc je pense que les deux grands syndicats belges vont se mettre ensemble, et du coup, la CES, les syndicats européens, Bernadette Ségol disait que oui, sans doute, il fallait se mettre d'accord sur 4 ou 5 mesures clés, et qu'on arrive à faire une convergence des syndicats européens. Bon, voilà pourquoi je suis en retard, mais ça valait le coup. Et avant-hier, c'était pas pour vous raconter ma vie, c'était juste pour dire qu'avant-hier, c'était aussi très intéressant. J'ai été invité à Florence pour représenter l'OCI Roosevelt 2012. C'était ce qu'on appelle l'Intersolite. C'est 4 jours de travail, qui sont encore aujourd'hui et demain, avec des gens des 27 pays d'Europe. C'était vraiment beau et émouvant. Et puis des jeunes de Tunisie, ceux qui ont fait la révolution, et qui venaient nous dire: on regarde ce qui se passe en Europe. Est-ce que l'Europe renonce au progrès social, ou est-ce que l'Europe continue au progrès social? Nous, les jeunes Tunisiens, jeunes et vieux, on regarde. Et c'était vraiment émouvant parce que j'étais là pour raconter, pour dérouler le raisonnement, ce que je vais faire. Mais avant que je prenne la parole en plénière, avant-hier, il y avait une jeune Portugaise qui nous disait: voilà ce que c'est la crise au Portugal. D'abord, ils ont supprimé le ministère de la Culture, en expliquant qu'il n'y a plus d'argent pour la culture. C'est normal, c'est la crise, donc on coupe le ministère de la Culture, c'est déjà énorme. Et puis là, depuis quelques jours, la nouvelle idée au Portugal, c'est de ne pas rembourser les médicaments pour toutes les maladies de longue durée. Donc si vous avez un diabète, donc vous voyez, et elle disait, au Portugal, c'est très concret la crise. Il y en a des millions qui souffrent dans leur peau. L'expression qu'elle employait, c'est qu'il y en a des millions qui souffrent dans leur peau. Et après ça, il y avait une fille d'Espagne qui était dans la salle et qui a pris le micro pour dire: ben nous en Espagne, cette année, c'est très clair, les enfants des ouvriers ne vont plus à la fac. C'est très clair, à Madrid, à Barcelone, à Valencia, les enfants des ouvriers comprennent que la fac, c'est trop cher, et que de toute façon, ils n'auront pas de boulot. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en Belgique ou en France, on est encore épargné, la plupart d'entre nous, on doit avoir des revenus corrects. Donc on voit qu'on est dans une crise. Si on vient ici ce matin, alors pas d'autre chose à faire, on pourrait faire la grasse mat, c'est qu'on voit que c'est grave. Mais quand vous prenez ça de face, au Portugal, ils ne remboursent plus les médicaments pour les gens qui ont le diabète. En Espagne, les enfants d'ouvriers ont renoncé à se former. Enfin, la formation, c'est quand même, on se dit qu'il faut réagir avant que ça pète, avant que ce soit le chacun pour soi, ou avant qu'il y ait des trucs complètement irréversibles qui se mettent en place. Donc, je ne sais pas de quoi vous voulez que je cause, je peux toujours causer, hein. Je suis un grand bavard, vous avez prévenu, je parle vite et je parle longtemps, j'arrive à faire les deux en même temps. Pierre, je serai un peu le gardien du temps, donc voilà, je crois que tu nous as annoncé que tu pouvais parler, comme tu viens de dire, et parler à peu près 1 heure, et comme ça, ça nous laisserait le temps de faire questions-réponses. Par la suite. Et puis, ensuite, la difficulté, c'est que si vous êtes là, c'est que vous devez déjà pas mal connaître les propositions de Roosevelt 2012, mais si vous voulez, je vais vous redonner quelques arguments pour qu'on se sente tous outillés pour aller au combat, parce que les semaines et les mois qui viennent sont fondamentaux, en Belgique comme au niveau européen. Vous savez qu'il y a une négociation fondamentale qui vient de s'ouvrir. En Allemagne, il est question qu'il y ait un référendum dans 2 ans. C'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'on parle d'un référendum en Allemagne. C'est un truc historique. Mais tout le monde a conscience que l'Europe va à la catastrophe, que l'Europe va dans le mur si on ne change pas radicalement son fonctionnement démocratique et ses règles du jeu économique et social. Donc la droite et la gauche, depuis 3 mois, ça a bougé en Allemagne, disent qu'il faudra sans doute un référendum dans 2 ans. Donc ça veut dire que les nouveaux traités qui ont commencé à être négociés là, depuis le milieu du mois d'octobre, on n'en parle pas beaucoup en France, je ne sais pas ce qu'il y en a en Belgique, mais en France c'est un sujet complètement tabou, mais ça va être sans doute historique. Est-ce que l'Europe explose? Est-ce que l'Europe est vraiment capable d'un sursaut démocratique et social? Ça se joue dans l'année qui vient. Et donc vous qui êtes à Bruxelles ou en Belgique, vous avez sans doute un rôle à jouer pour qu'on fasse pression là-dessus. Donc, je vous ai déjà raconté là, ce que j'avais entendu à Florence venant du Portugal ou d'Espagne, ça réveille. Et sinon, d'habitude, je commence, quand je présentais Roosevelt 2012, par cette dépêche qui est sortie il y a 2 mois, qui dit que le nombre de pauvres a augmenté de 440 000 en 1 an en France.
Donc c'est pas une année de récession, c'est pas une année de crise, c'est une année où ça allait mieux officiellement. Il y a quand même 440 000 personnes, hommes et femmes, et sans compter les enfants, qui sont tombés en dessous du seuil de pauvreté. Donc ça dit quelque chose sur la situation. Donc notre objectif par Roosevelt, en France, en Belgique, en Italie, en Espagne, partout en Allemagne, partout il y a des groupes qui se créent, au Canada, c'est le jour Suzanne Georges, on avait une réunion des membres tous les mois, en gros on se retrouve, parfois c'est chez Stéphane Hessel, parfois c'est dans un café, et Stéphane n'est pas là, on lui raconte, et les fondateurs, on se retrouve tous les mois pour faire le bilan de notre action et puis réfléchir à notre stratégie. Mais je suis aussi là pour vous écouter, pour réfléchir ensemble à notre stratégie, parce qu'on est dans un moment un peu compliqué, donc on est aussi preneur de toutes les idées, de toutes les propositions. Donc Suzanne disait que notre objectif c'est de faire des passerelles, qu'elle n'a jamais été dans un parti politique, mais qu'elle trouve que ce qu'on a fait avec Stéphane Hessel au sein du PS, ça a de la gueule, qu'on les a bousculés, qu'on a mis un pied dans la porte. Donc on fait des passerelles entre les mouvements, les gens qui sont dans la rue, au Portugal ou à Florence, les syndicats, les partis politiques, qu'au lieu de s'engueuler, parce qu'on a toutes les raisons de s'engueuler et se taper dessus, mais que nous on essaye plutôt de faire des passerelles entre tous ceux qui bougent encore et tous ceux qui croient encore qu'il est possible de faire bouger les choses. Deuxièmement, elle disait on s'appuie sur les contradictions dans les partis, dans les syndicats, dans les ONG, dans les mouvements où on peut être. On s'appuie sur les contradictions en disant mais attendez, on avait dit ça, on a écrit ce texte il y a 10 ans, pourquoi est-ce qu'on ne le met pas en place? Et là c'était un des débats au sein de la CSC, c'est une enfin merde, pourquoi on ne parle plus du temps de travail alors qu'en principe c'est une de nos valeurs fondamentales? Il y a eu un débat, c'est amical, mais c'est chaud, sur est-ce que oui ou non la CSC reprend la semaine de 4 jours comme une revendication très forte à son prochain congrès. Et puis notre objectif c'est de dire que chacun de nous peut être acteur. Chacun de nous peut être acteur, on ne compte pas sur un Deus ex machina, on ne compte pas sur un... Pardon, je gêne. Pardon, je suis trop gros pour la caméra, c'est quoi tous les matins je commence un régime, mais ça ne marche pas du tout. Je me remets au Nutella tous les jours, donc ça n'est pas très efficace. Donc notre but, et on ne compte pas, en même temps on fait du lobbying, en même temps on va à l'Élysée, on va à Matignon, la prochaine fois que je viens à Bruxelles, Eliott Duroupeau m'a dit de venir le voir, donc j'irai voir Eliott Duroupeau pour essayer de le faire bouger en tête à tête. Donc en même temps on fait du lobbying, en même temps on fait des émissions de radio et de télé, mais en même temps on compte principalement sur l'action des citoyens. Que chacun de nous, dans sa famille, dans ses réseaux amicaux, au boulot, peut faire bouger les choses, peut convaincre, et que c'est comme ça aussi qu'on fera pression sur les décideurs. Alors, l'idée de Roosevelt, c'est pas de faire des trucs trop alambiqués auxquels personne ne comprend rien, c'est Jean Jaurès, qui il y a un siècle, déjà on était à une époque de tout grand trouble, où beaucoup de gens ne croyaient plus du tout à l'action collective, ni syndicale, ni politique, et Jean Jaurès disait que pour faire bouger les choses, il faut répéter des choses simples, des idées simples, qu'on dit simplement, jusqu'à que tout le monde ait compris que oui, c'est possible, ça peut marcher, il n'y a pas de piège. Et Jaurès disait, il faut répéter les choses, il faut user le doute, comme on fatigue la salade. Vous savez, à la fin du repas, pour que l'huile, le vinaigre, l'ail se mélangent bien, que c'est du goût, on fatigue la salade. Et Jaurès, qui était en même temps un grand prof de philo, qui faisait des pages lumineuses sur des questions anthropologiques ou de philosophie, il disait, il faut des choses simples, qu'on répète simplement, jusqu'à que tout le monde ait compris que c'est pour de vrai, ça peut marcher. Donc notre but, c'est de dire des choses simples, mais d'obtenir qu'un maximum de citoyens s'y retrouvent et aient envie d'en parler autour d'eux. Alors dire des choses simples, c'est dire premièrement que la crise n'est pas du tout finie. Tous les blagueurs qui nous avaient dit il y a 1 an ou 2 ans que ça y est, la crise était finie, c'était une parenthèse, ça allait recommencer comme avant. La vérité, c'est, vous voyez, il y a eu du journal L'Expansion au mois de juin qui disait la crise ne fait que commencer. La crise ne fait que commencer. Et cette phrase de Ken Rogoff, ancien chef économiste du FMI, qui dit les systèmes tiennent souvent plus longtemps qu'on ne le pense, mais ils finissent par s'effondrer beaucoup plus vite qu'on l'imagine. Et lui, il parlait du système financier, c'est vrai que ça aurait pu déjà péter, ça tient encore en Chine, aux États-Unis, là il y a encore un peu de croissance, mais vous avez vu qu'Obama a été réélu, il y a eu 2 heures d'euphorie, et puis tout le monde a dit attention, les États-Unis s'approchent de la falaise. Les États-Unis peuvent tomber en récession au 1er janvier. Donc les systèmes tiennent plus longtemps qu'on le pense, mais ils peuvent s'effondrer beaucoup plus vite. C'est vrai du système financier, mais c'est aussi vrai d'un système social, de la cohésion sociale d'un pays, de la confiance entre le peuple et ses gouvernants. C'est vrai aussi en matière écologique, sur la question du climat. Ça peut s'accélérer tout d'un coup. C'est vrai sur la biodiversité. C'est vrai dans plein de domaines. Et donc on est dans cette période où c'est vraiment important d'agir et de ne pas se tromper, parce que le système tient encore. En même temps, beaucoup de gens comprennent que c'est grave. Donc là, le taxi qui m'a amené me demandait s'il pouvait venir au débat. Là, c'était émouvant, non, mais c'est impressionnant. Le taxi, moi je dis je suis en retard, désolé, mais il me dit c'est gratuit, je peux venir. Je dis oui, bien sûr c'est gratuit, vous pouvez. Voilà, donc il y a des millions de citoyens qui comprennent que c'est grave. Donc on est dans ce moment, c'est les Grecs appellent ça le kairos, le moment où il faut mettre toutes ses forces dans la bataille, le moment où ça peut basculer, soit vers le pire, soit vers le meilleur, mais où beaucoup de gens comprennent que c'est grave et que c'est maintenant qu'il faut concentrer nos efforts. Alors sur la gravité de la crise, pas besoin d'insister, voilà, c'est pareil en Belgique ou dans d'autres pays, voilà la courbe du chômage en France. 1 500 000 chômeurs en plus,
1 million, c'est là, je fais une copie d'écran de Pôle emploi. Tous ceux qui le veulent, évidemment, je laisserai, vous prendrez avec la clé USB, tous les graphiques sont là pour ça. Donc 1 500 000 chômeurs en plus inscrits à Pôle emploi en 5 ans, c'est quand même redoutable. Et quand on nous dit, par exemple, qu'en un mois, il y a eu 42 000 chômeurs de plus, déjà 42 000 chômeurs en un mois, c'est énorme, mais en fait, ça ne correspond même pas à la réalité. Parce que vous voyez que, par exemple, en un mois, en France, il y a eu 537 000 chômeurs, 537 000 hommes et femmes qui sont inscrits à Pôle emploi. C'est monstrueux, c'est colossal, c'est une foule immense. Tout est fait pour qu'on ne les voit pas. Chacun et chacune est chez lui tout seul devant son internet à essayer de se connecter ou à essayer d'appeler Pôle emploi et il appelle 8 fois pour arriver à trouver quelqu'un. Mais 537 000 hommes et femmes qui sont inscrits en un mois à Pôle emploi. Et pourquoi est-ce que le stock de chômage, avec des gros guillemets, pourquoi le stock a augmenté seulement de 42 000? C'est parce que sur la même période, il y en a 495 000 qui ont quitté les fichiers de Pôle emploi. Donc voilà pourquoi la différence, le stock, a augmenté seulement de 42 000. Le problème, c'est que le ministère dit que la moitié de ceux qui quittent les fichiers retrouvent du boulot. La moitié. Donc ça veut dire qu'il y en a une moitié qui ne retrouvent pas du boulot, et soit ils vont au stage, dans le meilleur des cas, soit ils tombent en fin de droit. Ça fait 2 ans qu'ils étaient au chômage, parce qu'en France, la règle générale, c'est au bout de 2 ans, même si tu as cotisé longtemps, tu perds tes droits. Et donc ils tombent à l'ASS, où ils n'ont rien droit, rien du tout. Si leur conjoint a un revenu correct, ils n'ont droit à rien du tout. Ils n'apparaissent plus dans aucun chiffre, le problème a été réglé, mais le niveau de vie de la famille a été divisé par 2 en 2 ans. Quand il faut payer le loyer, quand il faut payer la cantine des enfants, quand on réfléchit à ce qu'on fera pendant les vacances, vous imaginez ce que ça veut dire que le revenu de la famille a été divisé par 2. Donc en fait, on nous dit qu'il y a eu 42 000 chômeurs en plus. Ok, il y a eu 42 000 chômeurs, mais il y a en gros 100 000 personnes qui sont plus au chômage et qui sont tombées en fin de droit. Donc, au total, en un mois, c'est 150 000 personnes, rien qu'en France, c'est 150 000 personnes qui ont morflé. Donc, vous imaginez si on fait le bilan pour toute l'Europe et pour une année. Et parmi ceux qui retrouvent du boulot, c'est seulement les CDD de moins de 1 mois, donc les contrats de moins de 1 mois, c'est 60% des embauches. Donc il ne s'agit pas de faire du Zola, il y a vraiment des gens qui ont encore un boulot intéressant, bien payé, avec des bons copains au boulot, il ne s'agit pas de dire que tout est catastrophique, mais il s'agit juste de dire que c'est déjà on est dans une situation insupportable, et que le trend est quand même, avant même qu'on retourne en récession, et donc maintenant ça y est, la Belgique et la France disent officiellement qu'on est retourné en récession, mais avant même qu'on retourne en récession, c'était quand même très très inquiétant. Et les prévisions de l'UNEDIC, c'est 417 000 chômeurs de plus d'ici la fin de l'année prochaine en France, 417 000 chômeurs, si la croissance tient bon à 1%. Alors, il n'y a plus personne qui pense que la croissance va tenir bon. Hier, la Banque de France disait, ça y est, la France est retombée en récession. Donc derrière ces chiffres, comme je suis économiste, je pense qu'il nous faut des arguments. Donc, je vais beaucoup parler d'économie, vous allez avoir des graphiques pour convaincre les copains autour de vous. Mais évidemment, si on est là aujourd'hui, c'est qu'on voit bien que ce n'est pas seulement des problèmes de PIB, de graphiques, de milliards de volumes d'activité, c'est des hommes et des femmes qui sont cassés. L'autre jour, on a demandé un fiston à l'école, dans la rue où on habite, il y a un gars qui va depuis des mois dans la rue, et à force de boire un petit peu trop tous les soirs pour se remonter le moral, il s'abîme vraiment, il a fallu appeler les pompiers. C'est des gens dont la vie est foutue en l'air complètement. C'est des gens qui attendent des poubelles, je ne sais pas comment c'est à Bruxelles ou là où vous habitez, mais à Paris, c'est impressionnant le nombre de gens qui attendent des poubelles du supermarché tous les soirs. Donc c'est quand même un vrai scandale. Comment se fait-il que dans un pays aussi riche, globalement on n'a jamais été aussi riche, il ne faut pas se tromper, globalement nos pays n'ont jamais été aussi riches malgré la crise, comment se fait-il qu'il y ait autant d'hommes et de femmes qui dorment dehors ou qui attendent des poubelles du pays? Donc je pense que ce qui nous met en mouvement, c'est qu'on refuse ça, c'est juste totalement scandaleux, il n'y a aucune raison de l'accepter. Et puis ce qui va nous guider, je pense qu'on ne doit pas renoncer à une certaine idée du droit au bonheur. Alors chacun y met ce qu'il veut comme contenu, mais moi j'ai la photo d'un de mes fistons dans une fête de famille il y a 2 ans, c'était le bonheur, un mariage, il est avec les cousins, il rigole au soleil, il joue au foot. Mais je pense que chacun de nous n'a qu'une vie et qu'on doit donner, le but est de changer la société. Notre objectif c'est de faire bouger la société pour permettre à tous de vivre dignement, que tout le monde ait un boulot, que tout le monde ait un logement, que tout le monde ait un revenu correct, et permettre à chacun et chacune de vivre pleinement ce droit au bonheur, librement et d'en faire ce qu'il veut. On ne peut pas renoncer, c'est pas parce que c'est la crise qu'il faut renoncer à ce qu'on a d'unique, chacun de nous, et à ce droit au bonheur. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on ne veut plus croire et qu'est-ce qu'on apporte comme solution? Un des points fondamentaux du débat, en Belgique, au niveau européen, comme en France, c'est la question de la croissance. Parce que pendant très longtemps, dans le mouvement progressiste, et hier c'était intéressant de voir des dirigeants syndicaux qui disaient on doit faire un travail sur nous-mêmes. Parce qu'on a pris l'habitude de confondre dans nos textes le mot croissance et le mot progrès social. Parce que pendant très longtemps, quand on a été formé, quand on était jeune syndicaliste, ça allait ensemble. S'il y avait de la croissance, c'était presque automatique, il y avait du progrès social, il y avait du plein emploi, il y avait du revenu, il y avait de la protection sociale, on améliorait les retraites. C'était mécanique. Est-ce que c'est toujours vrai?
La réponse est non. Est-ce qu'on peut compter sur la croissance économique pour sortir du chômage, de la pauvreté, de la précarité? La réponse est clairement non. Il ne faut pas le dire de façon agressive, mais il faut permettre aux gens de le comprendre avant qu'il soit trop tard. Voilà la courbe de la croissance en France, mais c'est pareil pour la Belgique à 0,1% près, c'est pareil pour toute la zone euro à 0,2% près. Voilà l'évolution de la croissance depuis 50 ans. Donc déjà, avant la crise des subprimes, vous voyez, décennie par décennie, il fallait être quand même très optimiste, très optimiste, pour penser que la croissance allait revenir et allait régler le problème du chômage. Je vous rappelle qu'il faut en gros 2,5% de croissance dans tous nos pays, vu les gains de productivité qu'on fait, et puis vu les bébés qui sont nés il y a 25 ans et qui deviennent adultes, c'était quand même un peu prévisible et c'est plutôt une bonne chose. Donc on voit l'évolution de la productivité et l'évolution de la population active. Si on compte principalement sur la croissance pour sortir du chômage, il faut 2,5% de croissance. C'est le chiffre que tous les politiques répètent en boucle. Ça fait 30 ans, donc déjà avant la crise des subprimes, ça fait 30 ans qu'on n'avait pas ce taux de croissance. Bon. Deuxième argument, c'est que maintenant que la crise des subprimes a éclaté, ça change radicalement nos perspectives. Vous voyez, c'est la courbe de la croissance des pays du G7. Le Japon, moi quand j'étais étudiant à Sciences Po il y a 25 ans, on ne pouvait pas avoir la moyenne si on n'était pas une demi-page sur le fait que le Japon allait dominer l'économie mondiale au XXIe siècle. C'était impossible d'avoir la moyenne si on ne se prosternait pas devant la puissance du Japon et si on ne faisait pas la vague de l'empereur. En fait, c'était pas tout à fait ça. Le Japon n'a que 0,7% de croissance depuis 20 ans. Et c'était une bulle, quand tout le monde admirait le Japon, c'était une énorme bulle. Et depuis que la bulle a éclaté, le Japon a seulement 0,7% de croissance en moyenne, alors que le Japon est le pays qui a fait le maximum pour relancer sa croissance. Ils ont fait des plans de relance pharaoniques. Chaque année, en moyenne depuis 20 ans, ils ont fait plus de 6% du PIB de déficit, ils ont mis du béton presque partout, ils ont fait des autoroutes, des échangeurs, des humains, ils ont fait des plans de relance les plus pharaoniques, ils ont dépassé les 200% du PIB de dette publique. 200% du PIB de dette publique, donc vous voyez ce qu'ils ont fait pour essayer de relancer la croissance. Ils ont fait la politique industrielle et la politique de recherche la plus ambitieuse. Et ça, c'est vraiment très bien. C'est le pays qui consacre le plus d'argent à la recherche. C'est le pays où l'interface entre les universités, les labos de recherche, les PME, c'est le plus réussi. C'est le pays qui dépose le plus de brevets de la triade. Plus de 3% du PIB chaque année sur la recherche. C'est très bien. C'est le pays qui a eu la politique monétaire la plus agressive. Ils ont mis les taux d'intérêt à zéro, carrément zéro, depuis 15 ans. Ils ont mis pour faire baisser leur monnaie, pour favoriser les exportations, pour favoriser l'investissement. Donc si vous voulez, comme disent les ados, ils ont tout fait à donf. Ils ont fait à donf les plans de relance, ils ont fait à donf la politique de recherche, ils ont fait au maximum la politique monétaire, et tout ça, en le faisant au maximum, ils ont 0,7 de croissance depuis 20 ans. Et encore, parce que le reste du monde leur achetait leurs produits. Parce que le reste du monde allait bien, et parce que l'Europe, les États-Unis, consommaient et achetaient leurs produits. Mais s'il n'y avait pas eu le reste du monde, le Japon, malgré tout ça, en faisant tout au maximum, le Japon serait sans doute à moins 1,2 de croissance moyenne, si on enlève l'excédent commercial. Donc si le reste du monde n'avait pas été acheteur, il serait à moins 1,2. Donc à part cheminade, je ne sais pas si vous avez l'équivalent en Belgique, où on en a en France qui pensent que les échanges vers la Lune et vers Mars, il faut développer les échanges vers Pluton et Mars. Peut-être qu'il faut le prendre au sérieux, peut-être qu'on est trop classique dans notre approche, mais à très court terme, dans les 6 mois qui viennent, il y a des problèmes techniques à régler, et donc on ne peut pas compter sur le reste du monde, mais peut-être qu'on est trop classique nous-mêmes, on se croit en avance, mais peut-être que par rapport à Cheminade, j'espère qu'on n'est pas enregistré, j'ai une fâche avec Cheminade, peut-être que avec tout le monde. Non, on ne peut pas compter, blague à part, quand le monde entier tombe dans la même trappe, on ne peut pas compter sur tout le débat sur la compétitivité. Est-ce qu'il faut être plus compétitif que le voisin, quitte à baisser nos salaires, mais qui va acheter nos produits si tous on baisse nos salaires? C'est quand même un vrai problème. Donc, on y reviendra tout à l'heure, mais voilà l'exemple du Japon montre combien. Donc, il y a des choses à faire pour éviter la récession, soyons clairs. Mais on y reviendra, comment on peut éviter la récession. Personne ne dit que la récession est la solution. Mais compter sur la croissance, quand il y a 5 millions de chômeurs, quand tous les mois il y a 150 000 personnes qui tombent au chômage ou dans la pauvreté, compter sur la croissance après 30 ans, ça fait 30 ans déjà avant la crise des subprimes qu'on avait du mal à y croire, mais ça nous paraît quand même se foutre du monde, pour être clair, de compter sur la croissance. Surtout qu'un scénario à la japonaise, avec une croissance molle mais quand même un peu positive, est sans doute un scénario optimiste. Parce qu'il y a deux bombes dans l'économie mondiale. Il y a 2 ans, j'ai fait un débat avec Joseph Stiglitz, le prix Nobel. À l'époque, beaucoup de gens de 2010 disaient que la crise était bientôt finie. Et Stiglitz et moi, on disait qu'on était seulement dans l'œil du cyclone et qu'il fallait profiter de l'accalmie pour changer le système. Mais que la crise allait redoubler, qu'il y aurait une deuxième crise plus grave que la première. Et juste avant qu'on fasse ce débat avec Stiglitz, il y avait une fuite dans la presse anglaise. La Société Générale avait fait un mémo pour ses meilleurs clients, ceux qui gèrent des grands fonds avec des dizaines de milliards.
C'était 50 pages argumentaires. La conclusion, c'était qu'on risquait un global collapse, c'est-à-dire un effondrement complet. Donc les chercheurs de la Société Générale disaient vous pouvez continuer à jouer, tant que la musique joue, vous pouvez continuer à aller sur les marchés financiers, mais sachez que ça peut péter à n'importe quel moment, et que si ça pète, ce ne sera pas juste 3 mois difficiles, ça peut être un effondrement complet. Vous devez être capable de retirer vos billes en 48 heures et de les mettre sur les denrées alimentaires et sur l'or. Et pourquoi un global collapse? Pourquoi c'est un risque d'effondrement? C'est parce qu'il y a 2 bombes dans l'économie mondiale. La première, c'est la dette américaine. Vous voyez là la dette totale aux États-Unis, de tous les acteurs, depuis 1925. Donc vous voyez que même le pic qu'on avait atteint au moment de la crise de 29, on a dépassé ce niveau depuis longtemps, qu'on est arrivé là à presque 365% du PIB de dette totale. Et qu'il faut de plus en plus de dettes pour de moins en moins de croissance. C'est pas pour rien si la Fed, après la réélection d'Obama, n'a duré que quelques heures, parce que dès cette semaine, ils se remettent au boulot sur comment éviter la falaise, comment éviter de se prendre le mur. Aux États-Unis, on vous dit, regardez, c'est bien, ils ont 1,7 de croissance. C'est vrai qu'ils ont 1,7 de croissance, mais pour avoir 1,7% de croissance, il leur faut 9% du PIB de déficit. Vous voyez, il faut des doses de cheval, il leur faut 9% du PIB de stimulus pour arriver à avoir 1,7. Il faut 6 doses, à la louche, il faut 6 doses de déficit pour avoir une dose de croissance. Et ça ne peut pas continuer comme ça très longtemps. Donc la première bombe qui peut déstabiliser l'économie mondiale, c'est la question de la dette aux États-Unis. Et la deuxième, c'est la Chine, qui est l'endroit le plus instable de la planète. Et c'est la plus grosse bulle immobilière qu'on a jamais vue. À côté, même la bulle immobilière aux États-Unis ou en Espagne était limitée. Un exemple, parmi il y a 1 an, à la une du Figaro Économie, il y avait un village chinois qui s'offre un hôtel plus haut que la Tour Eiffel. Vous voyez, c'est une petite ville qui a fait un immeuble plus grand de 328 mètres de haut. C'est du délire total. Et au sommet, ils ont mis au détail le 5 étoiles, donc il y a un hôtel 5 étoiles au sommet, abrite un bœuf d'1 tonne en or. Le journal Libération disait que c'est en même temps Babel et le veau d'or. Mais ça pose un problème psy quand même. Comment se fait-il qu'un village va absolument avoir une tour plus grande que le voisin? Ça, je ne sais pas s'il y a des psys dans la salle, mais c'est quand même troublant. Et qu'en haut, ils mettent encore un bœuf en or. Donc ok, ils sont contents, ils en ont un plus grand que le voisin, et ça a donné du boulot à 400 ouvriers pendant 3 ans. Mais une fois qu'ils se sont endettés sur un siècle pour faire un immeuble qui est vide, ils ne vont pas en faire un deuxième tout de suite. Donc ça, c'était comme en Espagne, mais simplement ça a pris une proportion plus importante. Et ça y est, la bulle a pété en Chine, la bulle immobilière a explosé. Le gouvernement, depuis 1 an, depuis 18 mois, a monté sur les chiffres de l'immobilier. Mais voilà, l'évolution des prix. Et là, il y a 3 mois, ils ont avoué que c'était moins 25%. Les ventes aux logements, c'est moins 25% sur 1 an. Ce n'est pas un ralentissement dans la montée, c'est une grosse bulle qui éclate vraiment bien. Donc moins 25% sur le logement. Et en même temps, les exportations vers les États-Unis et vers l'Europe ralentissent. Donc le gouvernement, vous avez vu que cette semaine, il y a eu le congrès du Parti communiste, donc évidemment, il faut dire que tout va bien, que c'est sous contrôle, que c'est un ralentissement maîtrisé et voulu. Mais si on regarde les chiffres qui ne peuvent pas pipoter, parce que les chiffres officiels, ils sont revus à la fin pour faire plaisir au Premier ministre, et quand la consommation d'électricité ou les importations de pétrole, c'est des informations fiables qu'on a et qui ne peuvent pas pipoter, on est à moins 0,5 sur l'année. On n'est pas à plus 7%, c'est un ralentissement maîtrisé. On est de septembre à septembre, on est sur du moins 0,5. Donc ça veut dire que la Chine est en train de tomber en récession. Alors ils vont encore faire le 28e plan de relance. Le nouvel Premier ministre va faire le 28e plan de relance et va encore relancer l'investissement. Donc on a encore un petit moment. Je ne vous dis pas que ça va péter la semaine prochaine, mais on voit bien qu'on est au bout du système. Dernier point, j'ai surtout parlé d'économie, mais ça mériterait tout un week-end, c'est la question du climat, la question de l'énergie et la question environnementale plus globalement. Ça, c'est une étude qui a été publiée au mois de mai, avant le sommet de Rio + 20, et qui montre, c'est l'ensemble de toutes les statistiques. Chaque point rouge, c'est la température moyenne du globe pour une décennie. Donc vous voyez, là c'est depuis 1880, il n'y a hélas aucun doute sur le fait que depuis 40 ans, le problème du climat est en train le dérèglement climatique est en train d'accélérer. Si on n'est pas capable d'un sursaut dans ce domaine aussi, on va à la catastrophe. On a vu les sécheresses qu'il y a eu aux États-Unis ou en Russie cet été, on a vu les ouragans. Donc, tous ceux d'entre nous, c'est une difficulté, parce que beaucoup d'entre nous, on est dans des réseaux qui racontent ça depuis 30 ans. Que l'injustice sociale, c'est insupportable, que la dérégulation financière, on va au casse-pipe, et que le climat, c'est sérieux. Voilà, il y a des visages que je reconnais, et puis d'autres que je ne connais pas, mais je pense que si on est là ce matin, c'est qu'il y en a qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, qui répètent la même chose. Alors tous les mois, on améliore l'argumentaire, mais il y a le risque qu'on se fatigue. Or, ce n'est pas le moment de fatiguer, parce que justement, on est dans un moment où les gens commencent à nous écouter, et où on approche d'un point de non-retour. Que ce soit sur la question sociale, la question démocratique, la question économique ou écologique, on approche d'un point de non-retour, mais on n'y est pas encore. Donc ce n'est pas le moment de se décourager ou de se fatiguer, c'est plutôt le moment de se rassembler, parce
Comme disait l'autre jour Stéphane Hessel, s'il était là, il m'a dit mon message est réveillons-nous, rassemblons-nous. C'est le moment de se rassembler pour retrouver les forces, pour faire bouger les choses avant que ce soit trop tard. Donc oui, on a besoin vraiment d'un modèle de développement nouveau. La crise, c'est pas juste les Grecs qui ont déconné parce que leur fiscalité n'est pas au point, ou la crise, c'est pas seulement les banques espagnoles qui nous avaient menti sur leur dette, ou les banques anglaises, dans quelques mois, on va voir que c'est encore pire que les banques espagnoles. Non, ça, ce n'est qu'une petite partie du problème. On est vraiment dans une crise globale, on est vraiment dans une crise de notre modèle de développement, de non-développement. Il faut vraiment très vite, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, et l'Europe a un rôle fondamental. Le sursaut ne viendra sans doute pas des États-Unis, le sursaut ne viendra pas du Japon, le sursaut ne viendra pas de la Chine. C'est sans doute en Europe qu'on a un rôle fondamental. En Europe, c'est la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie qui ont un rôle sans doute pour avancer des idées, pour faire bouger des choses. Donc je ne suis pas le seul, nous ne sommes pas les seuls à nous inquiéter. Vous voyez Blanchard du FMI qui disait qu'il est fort possible que la situation soit pire que ce qu'on a connu en 2008. Il a mis ça sur son blog, après ça il est allé se recoucher, il n'avance aucune solution, mais on pourra dire qu'il avait prévenu que ça allait être pire qu'en 2008. Ça fait bien qu'on voit les copains autour d'un café, ou Jean-Pierre Jouyet, président de l'AMF, qui disait « Nous sommes face au risque d'un effondrement de l'ensemble du système économique ». Non pas de 6 mois de ralentissement, mais d'un effondrement de l'ensemble du système économique, ou le patron de la Banque d'Angleterre qui dit « La prochaine crise risque d'être plus grave que celle de 1930 ». Donc voilà, on n'est pas les seuls, c'est pas juste parce qu'il fait froid ce matin, que le temps est un peu gris, que c'est une journée de novembre. Pour de vrai, on est à un moment crucial. Et les livres d'histoire se souviendront de 2013, je pense que dans 20 ans, on parlera de l'année 2013. Soit pour un sursaut d'intelligence et de coopération, soit pour un effondrement de l'Europe, ou pour un risque de conflit en Chine, ou pour une grosse récession aux États-Unis. Mais 2013-2014, ça restera dans les livres d'histoire. Ça ne va pas être des années banales, ça va être des années de transition tranquille. Alors, un des problèmes, c'est que maintenant nos dirigeants sont paumés. Jusqu'à il y a 18 mois, en gros, il y a le problème. Vous vous souvenez peut-être, il y a eu un G8 en France, organisé par Sarkozy et Obama, qui était venu en Normandie au mois de juin de 2011. Et la question de la crise n'était pas du tout évoquée. Je me souviens, je devais être invité chez TADI, l'émission de télévision du soir, pour parler de la crise et de nos idées. Et quelques heures avant, TADI m'avait appelé en disant « Écoutez, Pierre, je suis désolé, mais en fait, la question de la crise financière n'est pas à l'ordre du jour du G8, donc en gros, je ne vous invite pas. » Je lui avais dit, mais écoutez, vous n'invitez pas, ça, vous avez le droit, mais c'est quand même bizarre de voir que des chefs d'État se réunissent et que le mot crise n'est pas dans l'ordre du jour. Mais donc, ils avaient parlé de tout, d'Internet, du printemps arabe, mais la crise financière, la crise sociale n'était pas à l'ordre du jour du G8 il y a 18 mois. Et maintenant, par contre, ils comprennent que c'est grave, ils font toutes les semaines, tous les 15 jours des sommets en urgence, mais ils sont paumés. Il y a quelques semaines, j'étais allé pour présenter les idées de Roosevelt 2012, on était allé à l'Élysée à plusieurs reprises avec une des personnes les plus importantes dans l'équipe de François Hollande. On est devenus copains, on s'est vu 5 ou 6 fois en quelques semaines, donc vraiment, humainement, on s'entend bien, il n'est pas bête, il rentre bien dans le raisonnement. Et puis au bout d'une heure et demie de discussion, il m'a dit que Pierre, je suis désolé, je suis en retard pour une conférence de presse, on se reverra bientôt. Et puis il me raccompagne dans la cour de l'Élysée, et il me serre la main, et puis il me dit, bon, on se revoit bientôt, et il me dit, tu sais Pierre, le problème, c'est qu'on n'a pas de doctrine. Donc j'ai trouvé ça quand même troublant. Je trouve ça très bien qu'un mec de ce niveau, je ne donnerai pas de nom puisque nous sommes filmés, mais je trouve ça. Non, mais vraiment, humainement, c'est sympa qu'un gars qui, tout le monde dit que c'est un des personnes les plus importantes du pays, me dise assez humblement on n'a pas de doctrine, mais c'est quand même troublant. Ça fait 10 ans que la gauche était là à se reposer et préparer son programme. Ça fait 5 ans que la crise a éclaté. Toutes les semaines, il y a des bouquins intéressants. Il y a Stiglitz, il y a Krugman, il y a des gens qui font des... Voilà. Et c'est quand même troublant de voir qu'une des têtes pensantes de l'équipe qui arrive au pouvoir en France, Philippe par me cracher le morceau, on n'a pas de doctrine. Et comme on n'a pas de doctrine, on fait un peu comme les autres. On fait dans la moyenne. Et du coup, on suit. Et beaucoup de gens, globalement en Europe, pensent que le rôle fondamental du politique, c'est de rassurer les marchés financiers. Donc, à court terme, peut-être qu'à moyen terme, on sera différent, mais à court terme, il faut rassurer les marchés financiers. Or, le problème, c'est que rassurer les marchés financiers, c'est difficile. Comme le dit Patrick Livré, un des fondateurs de Roosevelt aussi, c'est que maintenant, la plupart des ordres sur les marchés financiers sont donnés par des ordinateurs et des robots. Donc, rassurer un ordinateur, c'est pas facile. Il faut le calmer longtemps pour qu'il se calme. C'est le premier problème. Et puis, deuxième problème, les marchés financiers, c'est en fait 400 traders répartis dans quelques places, mais les marchés financiers n'ont pas pris beaucoup de temps pour réfléchir depuis 5 ans. Ils sont souvent dans la décision dans la demi-heure qui vient ou dans la 5 minutes qui viennent. Et puis, les marchés financiers ont des demandes quand même assez contradictoires. Le matin, on nous explique qu'il y a trop de dettes publiques et que donc, les marchés demandent qu'on fasse des plans d'austérité, qu'on baisse la dette. Mais l'après-midi, il y a un chiffre qui sort et qui dit que les ventes de voitures s'effondrent en Europe, qu'il y a eu moins 20% sur les ventes de voitures, donc les marchés demandent un plan de relance.
Donc le matin, pour faire plaisir au marché, il faut faire un plan d'austérité, et l'après-midi, pour faire plaisir au marché, il faut faire un plan de relance. Donc on voit bien que c'est compliqué, et que si on veut suivre les marchés, on risque d'avoir le tournis au bout d'un moment. Donc nous, un des rôles de Bruxelles 2012, un des rôles fondamentaux, vraiment fondamentaux, c'est de permettre aux citoyens et aux décideurs syndicaux, aux décideurs politiques, on en a tous par écologie dans nos réseaux, c'est de comprendre la crise. Tu leur dis, attends, tu prends une heure, tu te reposes, tu éteins le téléphone portable, et tu te dis, voyons, qu'est-ce qui cloche? Pourquoi ce qu'on a fait depuis 5 ans ne marche pas? Donc, je ne dis pas que ce qu'on a fait était inutile, hein, si le système financier s'était effondré, ça serait encore pire. Mais qu'est-ce qui cloche? Pourquoi, visiblement, la crise n'est pas en train de s'arrêter, elle est même en train de s'aggraver. Donc peut-être que si tu es malade depuis 5 ans et que tu vas chez un docteur qui te donne le même traitement depuis 5 ans, et qu'au bout de 5 ans la maladie s'aggrave, peut-être qu'on va réfléchir, est-ce que le diagnostic du début était le bon? Est-ce que le diagnostic était complet, ou est-ce qu'on est passé à côté d'un truc qui explique qu'au bout de 5 ans, la maladie s'aggrave au lieu d'être en train de se calmer? Et donc, quel est le diagnostic? Est-ce qu'on est dans une crise du capitalisme, ou est-ce qu'on est dans une crise de l'État-providence? C'est quand même pas la même chose. Il y a 5 ans, tout le monde disait on est dans une crise du capitalisme. Même Sarkozy disait c'est la dérégulation nous amène à la crise. Et puis depuis 2 ans, à cause de ce qui se passe en Grèce, où il y a un problème avec l'État, ou l'absence d'État, l'absence de fiscalité, mais on voit qu'il y a un problème autour de l'État, les néolibéraux repassent à l'attaque et nous expliquent que le problème c'est l'État-providence. Donc c'est pas la même chose. Est-ce que c'est une crise du capitalisme ou est-ce que c'est une crise de l'État-providence? Les solutions ne seront pas les mêmes. Quand vous voyez cette courbe, elle est absolument fondamentale. Le diagnostic est très facile. Cette courbe, c'est la dette totale aux États-Unis depuis 1950, hors secteur financier. Donc par rapport à tout à l'heure, ça va un peu moins loin, et on a juste enlevé le secteur financier. Mais du coup, elle est archi-lisible. La fin de la courbe est assez inquiétante parce qu'on voit qu'il faut de plus en plus de dettes, avec un effet de plus en plus faible sur la croissance. Donc c'est angoissant. Mais la bonne nouvelle, et c'est fondamental, c'est qu'il y a eu 30 ans, jusqu'à l'arrivée de Ronald Reagan, pour dire les choses franchement, ce n'est pas un hasard de l'histoire, il y a eu 30 ans où le système fonctionnait sans avoir besoin ni de dette privée, ni de dette publique. C'est fondamental. C'est pas juste Pierrot avec 2 ou 3 copains qui ont inventé un modèle qui pourrait peut-être marcher dans certaines conditions de température et de pression. C'est pour de vrai dans tous nos pays, avant la mise en place des politiques néolibérales, nos systèmes, nos économies, notre système social marchaient sans avoir besoin ni de dette privée, ni de dette publique. Et c'est l'arrivée des néolibéraux qui a tout foutu en l'air. Et même la sortie de Bretton Woods en 1971, même le premier choc pétrolier, même la guerre du Vietnam, n'avaient pas déséquilibré le système aussi gravement, aussi puissamment que l'ont fait les politiques néolibérales. Donc c'est quand même, en même temps, ça montre que ce n'est pas une fatalité. Ça montre que les décisions qui avaient été prises par les politiques et par les syndicats, ce qu'on a déconstruit Roosevelt, on va y revenir, Philadelphie en 1944, ce qui a été fait par les partenaires sociaux en Europe, ça avait donné 30 ans de prospérité. Il ne faut pas l'idéaliser, il y avait déjà des problèmes d'exclusion, il y avait déjà des problèmes de pollution, mais globalement, pendant 30 ans, nos sociétés allaient plutôt bien, il y avait une certaine prospérité sans fuite en avant. Et c'est à partir de la mise en place des idées néolibérales qu'on a besoin de toujours plus de dettes, avec de plus en plus d'inégalités, et un système économique qui va à la catastrophe. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé entre les 30 années de stabilité et puis la dérégulation? Qu'est-ce qui a changé? Premièrement, on a baissé les impôts sur les plus riches. Ronald Reagan remercie les gens qui l'ont aidé. Oui, pardon, je vois quand même 125%, ça fait 125% du PIB. Et nous, on n'y est pas encore. Si tu regardes la dette de tous les acteurs en Belgique comme en France, là c'est la dette des familles, des ménages, plus la dette des entreprises du secteur privé non financier, plus la dette des collectivités locales, plus la dette de l'État fédéral. Donc en gros, c'était la dette après la Deuxième Guerre mondiale. En gros, il y avait un stock de dette qui n'était pas gênant, qui était stable. C'était un non-sujet, il y avait une dette qui roulait, mais qui n'était pas parfaitement stable. C'est la dette qui avait été héritée de la période de la crise de 29 et de l'effort de guerre. Mais on voit qu'il y avait une prospérité, il y avait un dynamisme économique, une prospérité sociale, et il n'y avait pas besoin de fuite en avant pour la nourrir. Mais il y avait un stock de dette qui n'était pas gênant, qui était des taux d'intérêt assez faibles par rapport à l'inflation, et ça roulait comme ça. Donc qu'est-ce qui a changé radicalement? C'est le fait qu'on baisse l'impôt sur les plus riches, pour remercier ceux qui ont aidé à faire la campagne de Ronald Reagan, et puis surtout qu'au nom de la liberté individuelle, on fout en l'air les régulations sociales qui avaient permis ces 30 années d'équilibre. Parce qu'avant, pourquoi il y avait l'équilibre? Ce n'était pas le hasard, c'était qu'on a mis en place des régulations sociales, à la demande d'ailleurs d'un patron. Au début, c'était Ford, qui n'était pas un grand humaniste, mais qui disait juste « je veux des clients ». C'était basique son truc, hein. C'était pas du Paul Ricoeur ou de Hannah Arendt ou une vision spirituelle de l'homme, c'était « je veux des clients, je fais des voitures, je veux qu'on me les achète ». Et donc il disait « si on veut avoir des clients, il faut que tout le monde ait un boulot et que tout le monde ait un salaire correct ». Il expliquait aux autres patrons que la société de consommation a besoin de consommateurs, donc, et il disait « si on n'augmente pas les salaires,
il disait, chacun de nous comme patron voudrait plutôt bloquer les salaires, spontanément on voudrait bloquer les salaires pour faire du bénéfice, c'est normal, mais si on fait ça, il dit, ça va, l'économie va s'arrêter, et il dit, si je suis le seul patron à augmenter les salaires, je peux le faire pendant 2 ans, pendant 3 ans, mais après ça, je ne peux plus. Donc Ford, qui n'était pas du tout un homme de gauche, disait, il faut des règles collectives pour assurer le plein emploi et que les salaires augmentent chaque année comme la productivité. Au début, on ne l'a pas écouté, ça a donné la crise de 29, mais après la crise de 29, dans tous nos pays, on met en place, par la négociation, par la loi, on met en place des règles pour assurer globalement le plein emploi et que les salaires augmentent chaque année comme la productivité. Et puis, mais au nom de la liberté personnelle, Ronald Reagan, Friedman, l'intellectuel de la bande, c'était pas Ronald Reagan, c'est moins qu'on puisse dire, mais c'était pas Thatcher, c'était Friedman. Je suis désolé s'il y a des amis de Ronald Reagan, paix à ses cendres, mais donc l'intello, c'était Friedman, et dans tous les bouquins de Friedman, vous voyez, il y a le mot liberté, la freedom, à chaque fois en gros, il y a un ciel bleu, il y a des oiseaux qui se vendent dans le ciel, qui sont libres, donc il joue sur un truc qui est fondamental, qui est le besoin de liberté. C'était, souvenez-vous, mai 68 en France et en Belgique, mais souvenez-vous quand. De toute façon, c'est un truc fondamental. Chacun de nous, il sent qu'il est unique. Et quand vous demandez à quelqu'un, est-ce que tu préfères la liberté ou est-ce que tu préfères être dans le carcan, la plupart des gens préfèrent la liberté plutôt que le carcan. Donc, au nom de la liberté personnelle, Friedman, Reagan, Thatcher expliquent que toutes ces règles collectives, c'est insupportable, qu'on a vu chez les soviets ce que ça donnait. Donc, ils ont lâche, hein, tout ce qui est collectif, c'est soviétique et ça donnait le goulag. Et donc, au nom de la liberté personnelle, c'est chacun et chacune qui va librement négocier son salaire. Donc, du point de vue philosophique, du point de vue anthropologique, c'est super. On compte sur la liberté personnelle, c'est génial. Le problème, c'est que concrètement, dans un contexte où le chômage augmente, la négociation sur les salaires, elle est légèrement déséquilibrée. La liberté, c'est si tu n'es pas content, tu peux aller voir ailleurs. Quand il y a des millions de chômeurs en Europe, quand il y a des millions de chômeurs et de précaires au Japon, quand il y a des millions de chômeurs et de précaires aux États-Unis, quelle est la liberté réelle, authentique, d'un salarié ou d'une salariée qui veut une augmentation? Il y a beaucoup d'entreprises où la négociation, c'est si tu n'es pas content, tu vas voir ailleurs, on te voit quelqu'un d'autre. Et du coup, la courbe en rouge, c'est pour l'ensemble des pays de l'OCDE. Globalement, ce qui va au salaire, ce salaire et cotisation, ce qui va alimenter les caisses pour les retraites, les pensions, puis les caisses de sécu, ce qui va aussi à l'État, puisque la première ressource de l'État, c'est l'impôt sur les salaires et c'est l'impôt sur la consommation, la TVA. Donc globalement, à cause de la dérégulation, à cause des politiques néolibérales, si tu n'es pas content, tu vas voir ailleurs. Ce qui va au salaire, c'est salaire et cotisation, c'était 67% du PIB à la fin des années, à la fin des années 70, et l'économie marchait bien comme ça, et puis ça baisse, ça diminue, ça n'est plus que 57%. Ça n'est plus que 57% quand la crise des surcoms éclate. Donc il y a 10% du PIB, 10%, c'est colossal, qui allaient aux salariés et aux caisses de sécu, et qui vont partir pour les actionnaires, en tout cas au marché financier. Donc, dans le premier temps, et c'est pareil en Chine, vous voyez, la Chine est le pays où la part des salaires a le plus baissé. C'est aussi pour ça que la Chine est tellement instable. C'est parce qu'il y a des millions de Chinois qui vivent avec 3 fois rien, et donc du coup la consommation intérieure est très faible, et c'est pour ça que la Chine dépend tellement des exportations vers le reste du monde et de l'investissement. C'est le pays où il y a le plus d'inégalités, en même temps des jeunes hommes qui sont millionnaires à 30 ans, et des millions de Chinois qui n'ont pas de job. Donc on a caché le problème pendant un moment en permettant aux gens de s'endetter. La dette privée était un substitut, on disait aux Espagnols, aux Anglais, aux Américains, ok, tu n'as pas un bon salaire, tu n'as pas été augmenté depuis 10 ans, mais c'est pas grave, tu peux quand même acheter une voiture, on va te prêter l'argent. Donc ce qu'on ne donnait pas par le salaire, on le donnait, ou on le prêtait plutôt, par la dette privée. Et donc on a maintenu la croissance en permettant à des millions de gens de s'endetter pour acheter un appartement, pour leurs dépenses de la vie quotidienne. Il y a une étude qui montre que l'Angleterre, c'était une bonne grosse récession depuis 2001 ou 2002, si on n'avait pas permis aux gens de s'endetter, même pas pour acheter un appartement, juste pour acheter de la nourriture, pour payer le loyer, c'est par la dette privée qu'on a maintenu l'économie en fonctionnement. Donc on a caché le problème, et maintenant, en 2008, on se rend compte qu'on a trop de dettes privées, on dit aux Espagnols, aux Anglais, il faut arrêter de vous endetter, on a maintenu le système avec de la dette publique, et maintenant on arrive au bout du système, ou bien on est capable de le rééquilibrer, ou bien on va tomber effectivement dans une bonne grosse récession. Donc globalement, si on fait le total, c'est important dans le débat actuel sur la dette publique. Vous avez vu que le 14 novembre, dans quelques jours, dans plein de pays d'Europe, il y aura des manifestations contre l'austérité. Parce que quand on nous dit qu'en Europe, en moyenne, on a accumulé une dette publique de 90% du PIB, pour l'ensemble en moyenne de zone euro, c'est vrai, il ne faut pas le nier, et oui, c'est un problème, c'est un vrai problème. On a accumulé en 30 ans 90% du PIB de dette publique. Mais en 30 ans aussi, d'après l'OCDE, il y a 150% du PIB, si vous faites le total de toute cette zone-là, il y a 150% du PIB qui aurait dû aller aux salariés,
aux caisses de sécu, aux caisses de pension, à l'État, via la TVA, 150% du PIB qui sont partis vers les marchés financiers. Donc, ok, il y a une dette publique vis-à-vis des marchés de 90%, mais on peut considérer que si l'équilibre, si on considère que l'équilibre qu'il y avait entre salariés et actionnaires pendant 20 ans avant était stable, l'économie marchait bien, c'était pas insupportable, les actionnaires n'étaient pas en train de mourir parce qu'on leur donnait trop peu d'argent. Si on considère que le partage était équitable et qu'il fonctionnait économiquement, et qu'on aurait dû rester à ce niveau de l'équilibre, il y a 150% du PIB qui sont une dette des marchés financiers vis-à-vis des peuples. Donc ça rééquilibre un peu le débat. Ok, on a une dette publique de 90%, mais il y a une dette des marchés qui est de 150% du PIB. Donc les enjeux fondamentaux, il y a deux enjeux fondamentaux, c'est par la fiscalité, par tous les moyens légaux, au niveau du pays, au niveau de l'Europe, au niveau international. Nous, ce qu'on dit à François Hollande, c'est que puisqu'Obama est réélu, c'est son dernier mandat, donc Obama, c'est une bonne nouvelle, il est libre par rapport au marché financier. Il n'est pas à chercher des financements pour sa prochaine campagne, il ne pourra pas être de nouveau candidat. Donc Obama est libre, et il sait qu'il a un énorme problème de financement, il y a une falaise, et les États-Unis peuvent s'écrouler l'année prochaine. Donc est-ce qu'on convoque un G20, est-ce qu'on fait un nouveau Bretton Woods pour dire on va lutter tous ensemble contre les paradis fiscaux? On va mettre en place une vraie taxe Tobin au niveau de l'ensemble des marchés financiers. Donc un des enjeux, quand on voit qu'il y a 150% du PIB, au lieu de dire qu'il n'y a pas d'argent pour les médicaments au Portugal, au lieu de dire qu'il n'y a pas d'argent pour les universités en France ou en Belgique, est-ce que par la fiscalité, au niveau national, au niveau européen, au niveau mondial, on récupère un maximum de ces 150% du PIB pour les remettre dans l'économie réelle au service du bien commun? Et le deuxième enjeu, c'est de rééquilibrer la négociation et donc de lutter radicalement contre le chômage. Si on pense que la question fondamentale, c'est à cause du chômage et de la précarité que les gens ont la trouille, si tu n'es pas content, tu vas voir ailleurs, il faut donner effectivement à chacun et chacune, au maximum de gens, un vrai boulot, un emploi de qualité avec un vrai salaire et rééquilibrer le partage entre ce qui va aux salariés et ce qui va aux actionnaires. Donc, je disais il y a 5 minutes que le diagnostic était faux. Pourquoi ce qu'on fait depuis 5 ans ne marche pas, ne suffit pas? C'est parce que le diagnostic est incomplet. On n'est pas seulement dans une crise financière. La crise qu'on vit depuis 5 ans, c'est le résultat de 30 ans de crise sociale. Et fondamentalement, le chômage n'est pas seulement une conséquence de la crise. J'ai montré qu'à cause de la crise, il y a eu 1 million de chômeurs en plus, 1 500 000 en France. Donc en même temps, le chômage est la conséquence la plus grave de la crise, mais c'est aussi la cause fondamentale de la crise. C'est à cause du chômage et de la précarité que les actionnaires ont pu... Parce que les actionnaires ont toujours été gourmands. Depuis 4 siècles que le système existe, si vous demandez à un actionnaire est-ce que tu veux 5% de rentabilité ou est-ce que tu veux 15%, la plupart ils préfèrent 15%. Et c'est normal parce qu'ils ont pris des risques au début. Quand un jeune paysan emprunte 100 000 euros pour acheter son premier troupeau, acheter sa première branche, celui qui lui donne 100 000 prend un risque. On ne sait pas si ça va marcher ou pas. Quand quelqu'un crée une entreprise et qu'il lui donne 100 000 euros pour se lancer, pour acheter son matériel au début, le gars qui prête l'argent, le gars ou la fille, prend un risque. Parce qu'on ne sait pas si la boîte va se développer. Donc après ça, quand la boîte se développe, et si vous demandez à l'actionnaire est-ce que tu préfères 5% ou 15%, il va préférer 15%. Voilà, les actionnaires sont gourmands par définition depuis 4 siècles. Simplement, il y a des moments où on a su calmer leur gourmandise et dire voilà, il y a des règles, tu peux gagner 5%, mais tu ne peux pas gagner 15%. Et simplement, le rapport de force permettait de mettre en place ces règles et qu'ils les respectent. Donc il faut fondamentalement s'attaquer au chômage. On n'arrivera pas à sortir de la crise. Hier, le sujet des syndicats qu'on m'a invité est un très beau sujet. Pendant 2 jours, ils réfléchissent à l'emploi de qualité. Et vous voyez, c'est super de voir qu'il y a des gens qui ne se résignent pas à la précarité, au chômage, au petit boulot. On ne sortira pas de la crise financière si on n'est pas capable de donner à chacun et au plus grand nombre un emploi de qualité, un revenu correct et de rééquilibrer le partage de la richesse dans notre pays. Donc je vous conseille de lire le dernier livre de Stiglitz, si vous ne l'avez pas lu, Le triomphe de la cupidité. Il est très très intéressant. Et il a raison de dire dès le début qu'on est dans une crise culturelle, une crise morale, une crise éthique, avant même d'être dans une crise sociale et financière. Comment se fait-il qu'on ait accepté autant de cupidité? Comment se fait-il qu'on se soit résigné dans tous nos pays à avoir autant de chômage, autant de pauvreté? Voilà, c'est juste anormal qu'on se soit résigné. Et Stiglitz se dit que depuis 5 ans, on s'est contenté de déplacer les fauteuils sur le pont du Titanic. Il explique qu'on fait des G8, on fait des G20, on fait des réunions européennes, on fait des communiqués, mais que globalement, si on fait le bilan, on s'est contenté de... Oui? Juste un petit mot, parce que je l'ai vu, et je trouve extraordinaire que les solutions qu'il propose, finalement, c'est le système social belge qu'on est en train de détricoter. C'est vraiment les solutions qu'il propose dans ce livre, c'est le système belge qu'on est en train de détricoter, c'est-à-dire le droit au chômage, le droit à la sécurité sociale, le droit au revenu de remplacement en cas de maladie. Toutes ces solutions, il les donne dans ce livre, et on est en train, ici, dans notre pays, de détricoter ce qui est proposé dans ce livre pour sortir de... Ah oui, on est dans un moment d'aberration collective. Ou, je tenais à le dire parce que c'est quand même intéressant que dans les solutions proposées, en lisant un livre, moi je disais, mais parce que comme c'est un Américain, il ne connaît peut-être pas la Belgique, et
J'étais en train de lire, je suis assistant social, je connais bien la sécurité sociale belge, et quand j'étais en train de lire ce livre, je trouvais ça extraordinaire, parce que ce qu'il proposait, c'était le système social qu'il est. Mais on fait fausse route. Si on fait fausse route, si on pense que c'est en diminuant l'indemnisation des chômeurs qu'on va s'en sortir. Je finis, pardon, si je suis trop long, j'ai encore un quart d'heure. Bon. Et si vous voulez, pardon, désolé, c'est un peu pénible, vous avez tous des choses à dire. Il y en a un qui arrive de Paris, qui arrive en retard, qui prend la parole pendant 1 heure, c'est un peu indécent. Mais voilà, Il va avoir la parole après. Voilà, donc désolé, je finis sur les solutions et après ça, on a le débat et chacun dit ce qu'il veut. Et apporter d'autres idées. Donc je crois effectivement que Sylvie a raison, on est sur le Titanic et on va vers l'iceberg. Si on ne change pas très vite, si on n'arrête pas les inepties actuelles, si on ne change pas de cap, on va se prendre l'iceberg. Et on sait tous que dans un iceberg, il y a 2 parties. Il y a la partie visible, c'est la question des marchés financiers, la question des banques, dont on parle beaucoup depuis 5 ans, mais il ne suffit pas d'en parler, il faudrait vraiment les réguler. Depuis tout ce qu'on a dit depuis 5 ans, il faudrait peut-être le faire pour de vrai en action et pas juste en parole. Et puis il y a toute la partie invisible de l'iceberg. On a tous vu des films sur le Titanic, on sait que c'est la partie qui est dans l'eau qui est la plus importante et qui est la plus dangereuse, que le Titanic qui se plante à cause de cette partie-là. Donc c'est la question fondamentale des inégalités sociales, le triomphe de la cupidité, le chômage, la précarité, les inégalités de revenus.